Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Le plateau est toujours complet avec notre invité Youssef Ghazali et nos éditorialistes Gracien Roukindikiza et Jean-François Akondi Kombé. L'actualité économique à présent, la fondation Tony Elumelu annonce le lancement de la troisième édition de son programme annuel d'entrepreneuriat africain. Les candidats ont jusqu'au 1er mars 2017 pour postuler. Rappelons qu'un financement de $10 000 est en jeu. Ibrahima Djoumaba. C'est parti pour la troisième édition du programme annuel d'entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. La fondation du banquier nigérian a rendu public un communiqué pour inviter les candidats aux bourses de l'entrepreneuriat à postuler avant le 1er mars 2017. 1000 entrepreneurs seront sélectionnés à terme pour bénéficier d'une formation de 12 semaines et d'un financement de $10 000. Je suis convaincu que les semences que nous plantons à travers ce programme vont transformer l'Afrique. 2 années sont passées et il est déjà clair que nous avons trouvé la clé pour libérer le potentiel de l'Afrique et provoquer une transformation économique. Au fur et à mesure que les entrepreneurs grandissent, leur vision progresse aussi. Nous stimulons les Africains du secteur privé et cela provoque un réel développement durable. Selon le document publié par la Fondation, les candidats doivent être majeurs, résidant en Afrique de façon légale ou être citoyens africains. En plus, pour conquérir, le business et l'entreprise doivent être localisés sur le continent africain. Les candidats seront retenus notamment en fonction de la faisabilité de leur projet et des opportunités du marché. Le financement sera accordé en 2 temps, $5 000 au départ pour les candidats sélectionnés, puis $5 000 autres à l'issue de la formation. Absolument, il faut que les jeunes qui sont bénéficiaires, les jeunes start-upers qui sont bénéficiaires de cette initiative rendent d'abord à l'Afrique ce que l'Afrique leur donne. C'est-à-dire que cette opportunité que Tony Elumelu offre doit d'abord servir à l'Afrique. Parce que la tentation est trop grande à partir du moment où on a exprimé plusieurs idées innovantes d'être attiré par la Silicon Valley. Les ressources qui vont être développées servent d'abord à l'Afrique et qu'eux, à leur tour, travaillent à promouvoir autour de l'intelligence et l'innovation. Depuis sa première édition en 2015, ce programme de la Fondation Tony Elumelu a soutenu 2000 entrepreneurs à travers toute l'Afrique. Cela a permis de créer des centaines d'emplois. C'est en fin 2014 que cette organisation s'est engagée à financer 10 000 startups africaines sur 10 ans pour une enveloppe globale de $100 millions. Gracien, quelle appréciation faites-vous de ce programme annuel d'entrepreneuriat? C'est un très bon programme, mais pour moi, je pourrais le concevoir autrement. C'est de l'argent qu'on va donner pour créer des entreprises. Et, disons, c'est un financement qui vient d'une seule fondation. Pour des entrepreneurs, des jeunes qui viennent de plusieurs pays. Pour moi, je pense que le mieux serait de mettre cet argent dans une sorte d'assurance, d'assurer les crédits que les entrepreneurs, les jeunes entrepreneurs peuvent avoir dans leur pays, demander les prêts dans leur pays auprès de leur banque et de cette façon, on pourrait avoir 10 fois, 100 fois plus de jeunes qui pourraient créer des entreprises avec la garantie de son montant plutôt que de donner son montant parce que il y aurait une certaine responsabilité. Je crée une entreprise, j'ai demandé un prêt, même si c'est garanti, je dois faire en sorte que ça soit rentable. Plutôt que, je vois, il y a beaucoup de choses, la sélection des gens, je ne sais pas comment ça se passe, et le projet est conçu pour le pays et au pays. Donc il est difficile d'analyser un projet qui se conçoit au Sénégal, au Mali ou en Malawi. Monsieur Ghazali, vous partagez ce point de vue? Moi, je suis... le point de vue est tout à fait pertinent. Après, personnellement, moi, je pense que quand les champions qui ont été créés par l'Afrique, donc les champions, les grands groupes, sont redevables et doivent redistribuer tant que soit peu la richesse accumulée. Elle passe tout d'abord, cette distribution, par justement des éléments, des actions qui feront que la richesse sera recréée encore et donc pour cela permettre à des jeunes de créer leur entreprise, leur start-up comme on a entendu, ce qui est le mot un peu à la mode en ce moment. Et cela pour moi est
est une action très structurante, que ça soit pour le Nigeria, on le voit aussi au Maroc, en Tunisie, au Sénégal. Et donc, je suis tout à fait favorable à ce type d'action. Jean-François. Vous m'avez vu sourire, Graziella. Gracien m'a donné l'occasion, en ce début d'année, de le contredire. Je ne suis pas d'accord avec lui du tout. Moi, je trouve que c'est une initiative qui est vertueuse à plein d'égards. D'abord par la dimension africaine. Justement, cette perspective africaine de financement des entreprises, sans tenir compte de la nationalité, mais seulement du savoir-faire et de la qualité de l'imagination, je trouve que ça mérite quand même d'être salué. Pour le reste, je pense que là, on met la lumière surtout sur les entreprises qui ont été financées, les start-up qui ont été financées. Après, il faudra se poser la question sur le point de savoir combien sont restés dans le circuit. Mais ça, c'est une autre question. J'observe en plus, élément positif, qu'il y a aussi une formation qui accompagne, ce qu'on n'a pas souvent en Afrique. Formation à l'entrepreneuriat, positif aussi. Et puis enfin, il y a là où la lumière n'est pas dirigée, c'est-à-dire les initiatives qui ont été présentées, qui ont concouru, mais qui n'ont pas bénéficié des 10 000 financements, ce sont quand même des initiatives. Il faudrait se poser la question de savoir si ces initiatives-là ne prospèrent pas ailleurs. Et donc, il y a un effet démultiplicateur que souhaitait mon voisin et que j'y vois tout de même. Je pense que j'ai été mal compris par Jean-François. Je dis bien qu'il faut financer, qu'il faut y avoir un financement pour ces entrepreneurs. Mais avec 100 millions de dollars, les projets qu'on va financer, on peut financer 10 fois, même 100 fois plus, si on dit la fondation fait les accords avec les banques nationales financent ces projets, plusieurs projets, beaucoup plus, on sélectionne, mais les 100 millions de dollars servent à garantir les prêts de ces jeunes. De cette façon, il y aura beaucoup plus l'effet multiplicateur, comme le dit Jean-François, au contraire. Donc, c'est de cette façon-là qu'on pourra atteindre beaucoup de gens et aussi essayer de nationaliser les projets pour qu'il n'y ait pas seulement quelques-uns qui ont été sélectionnés. Pour moi, c'est question de financer plus. Ce n'est pas question de ne pas financer, mais de toucher le plus de gens. Alors, dans ce programme, les entrepreneurs francophones sont souvent moins représentés que les entrepreneurs anglophones. Jean-François, qu'est-ce que cela traduit? Est-ce qu'on a moins de savoir-faire finalement en Afrique francophone? Je pense qu'on n'a pas moins de savoir-faire, mais on a une approche de l'entrepreneuriat qui est différente des pays anglophones, qui sont plus pragmatiques, qui sont plus axés, dont la formation même d'ailleurs, est plus axée sur le terrain, sur l'initiative privée notamment. Nous avons une culture de l'État dans les États francophones qui est quelque chose d'assez extraordinaire et qui joue aussi sur ce plan-là. Mais je ne doute pas qu'il y a aussi l'imagination. Et l'autre élément qui n'existe pas dans les pays francophones, à mon avis, en tout cas insuffisamment, c'est qu'on ne fait pas assez confiance à nos jeunes, ou moins jeunes d'ailleurs, qui prennent des initiatives, qui parfois même inventent, font de nouvelles inventions. On va d'abord se poser la question, lorsqu'il présentera son invention, il a été à l'école jusqu'où ? C'est pas le propos. Donc, j'espère surtout que nous rattraperons ce retard-là. Et pour finir, parce qu'il faut que je finisse la contradiction, le dispositif qui est là permet de financer le projet d'un centrafricain qui veut créer son entreprise au Zimbabwe. Monsieur Gazelle, très rapidement. Très rapidement, juste pour revenir sur ce clivage entre les entrepreneurs francophones et anglophones, j'irai un peu dans le sens de Gratien. Je pense que notamment la problématique vient du fait que dans les pays francophones, on a cette culture d'accompagnement étatique, de subvention, de crédit d'impôt, donc très suivi, contrairement aux pays anglophones qui eux sont plus dans le pragmatisme, dans la création vraiment. Et je pense que c'est ce qui crée un peu ce décalage entre les entrepreneurs français ou francophones, pardon, et les entrepreneurs anglophones. C'est lié aussi, peut-être que c'est lié aussi à la colonisation et même à la décolonisation, parce que les Anglais, quand ils colonisaient, ils favorisaient beaucoup la création d'entreprises et des affaires, alors que les Français favorisaient beaucoup plus le fonctionnariat. Et on voit même aujourd'hui dans les pays anglophones, on forme beaucoup les gens à créer des entreprises, alors que dans les pays francophones, ce n'est pas le cas. La création d'entreprises n'est pas encouragée et c'est surtout lié à cela. Et donc, du coup, on a beaucoup les francophones qui sont
des fonctionnaires et des autres qui ne sont plus dans les affaires. Merci Gratien. 193 milliards de francs CFA, c'est notre chiffre du jour et il correspond au montant récolté par le Congo-Brazzaville sur les marchés financiers régionaux, ce qui représente 129% des 150 milliards initialement escomptés. Jean-François, le Congo a souvent préféré avoir recours aux marchés internationaux en devises. Or, les marchés régionaux, finalement, s'avèrent être tout aussi dynamiques. Il y a de l'argent en Afrique. Il y a beaucoup d'argent en Afrique. Et malheureusement, cet argent-là ne circule pas dans les circuits officiels et dans les circuits formels. Mais moi, je me réjouis pour le Congo qu'il ait atteint cet objectif-là, que d'autres pays, même tout autour, n'ont pas atteint, malgré des programmes. Mais le Congo est engagé dans un processus. On peut discuter politique, critiquer tout ce qu'on veut, mais il se trouve que le Congo est engagé dans un processus notamment de dynamisation de ces infrastructures qui est intéressant, et j'espère que cet argent-là sera redirigé vers cela, vers des projets de développement du Congo. On parle beaucoup de Congo aujourd'hui à propos de la guerre qui sévit quelque part, mais les perspectives économiques sont sans doute les meilleures pour que les Congolais de demain puissent circuler de l'Est à l'Ouest, manger à leur faim, éduquer leurs enfants. Et si ça sert à ça, je dis bravo. Gratien, vous n'avez pas... Je pense qu'il y a encore un long chemin à faire au niveau de l'économie du Congo, mais ils lèvent les fonds au niveau régional. Pourquoi? Il peut y avoir une explication. Pourquoi ils ne lèvent pas au niveau international? C'est parce qu'en 2007, ils avaient levé des fonds au niveau international, des obligations, un emprunt obligataire, et il y avait eu un défaut de paiement. En 2011, au lieu de rembourser, et d'ailleurs, il y a eu un problème qui s'est posé, et donc aujourd'hui, ils ne vont pas aller sur un marché là où ils ont fait une faute. C'est une faute parce que quand on ne rembourse pas, et aujourd'hui, ils recourent aux banques régionales parce que ces banques peuvent prêter, on sait bien qu'il y a le pétrole, il y a autre chose, mais c'est un pays qui connaît des difficultés avec un budget de moins de 28%, donc il y a vraiment des secteurs, ne fût-ce que même pour mettre l'eau ou l'électricité à Brazzaville, donc il y a encore... Allez-y, monsieur Gazelle. Tout à fait. Écoutez, pour moi, le Congo est justement allé lever de l'argent sur le niveau régional et non mondial pour deux principales raisons. La première, pour moi, comme a dit Gratien, c'est le défaut de paiement. On sait que dans le marché obligataire souverain des emprunts aux États, on est dans une relation de confiance, et dès que cette confiance est rompue, on le paye cher. Et on le paye cher comment? Les taux d'intérêt sont très élevés. La deuxième raison, c'est aussi le fait que les matières premières, qui sont donc le pétrole, qui est la principale ressource du Congo, une des principales, et le pétrole a un prix qui est plutôt bas, et ça remonte, mais on est dans un cycle qui est plutôt bas, et je pense que du coup, le Congo, connaissant les pays à côté, a pu lever plus de fonds que ce qu'il aurait pu faire sur les marchés internationaux. Je suis quand même gêné un tout petit peu parce qu'autour de cette table, nous parlons souvent de diversification et notamment nous poussons les États à aller vers la diversification et la tonalité des commentaires du fait que le Congo se soit tourné vers la région sont plutôt négatifs. Moi, je m'en réjouis. Je m'en réjouis d'abord parce que ça montre que l'Afrique peut prêter à l'Afrique. Et ça, c'est quelque chose, c'est une bonne nouvelle pour l'avenir. Et évidemment, les éléments que vous avez évoqués existent, mais si les États africains, j'ai suffisamment personnellement critiqué le fait d'aller vers les marchés internationaux, qui sont des marchés évidemment où il faut la confiance, mais la confiance se définit par les investisseurs et par ceux qui tiennent le cordon de la bourse, pas par nous. Et donc, tout en étant d'accord avec Gratien, moi je continue à me réjouir en posant évidemment la réserve que cet argent-là puisse servir effectivement à l'avenir du peuple congolais. Il y a une même masse de monnaie dans la région. Donc si l'État
Congolais prélève tant d'argent, si par exemple le Cameroun ou d'autres pays, c'est-à-dire il va manquer des liquidités pour le financement privé, les entreprises privées. Or, on a besoin de l'argent des banques pour financer l'activité privée et non pas l'activité des États qui, d'un moment à l'autre, peuvent reporter le remboursement de ces emprunts. Donc, finalement, on va privilégier plus l'initiative privée que ce qui est en État, qui a un problème pour financer ses activités, aille prélever sur le même marché que les entreprises privées. Merci Gratien. C'est à présent la fin de cette émission qui marque également la fin de notre semaine spéciale Maroc. Notre prochain dossier sera consacré à l'artisanat et à la valorisation du patrimoine culturel africain. Monsieur Youssef Ghazali, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes analyste financier. Merci pour votre invitation. Merci. Gratien, merci à vous. Merci Graziella. Bonsoir à tous. Et merci à vous, Jean-François. Merci, Graziella. Et permettez que je remercie tout particulièrement Gratien qui m'a permis un retour sportif. C'est toujours très intéressant. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité. Restez sur Africa 24 dans quelques instants, le journal de la rédaction.